Bienvenue dans On Cause, le podcast qui écoute les galères et les rebonds face au cancer. Dans cet épisode, découvrez les témoignages sincères et les parcours de vie de jeunes adultes touchés par la maladie, accompagnés d'un intervenant professionnel. Le tout sans tabou. Ce podcast vous est proposé par le Comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer. Retrouvez en description tous les liens utiles sur les dispositifs et accompagnements abordés dans l'épisode. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de On Cause. Je suis Amélie, l'animatrice du podcast. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le thème du rapport aux autres. On va parler de la famille, des amis, de l'entourage en général, de l'aide que peuvent apporter les proches, mais également des maladresses auxquelles font face les jeunes touchés par un cancer, que ce soit pendant la maladie ou après. Pour aborder ce sujet, je suis accompagnée de deux jeunes adultes, Gina, âgée de 34 ans. Bonjour Gina. Bonjour Amélie. Bienvenue à toi. Merci. Mais également de Bilal, âgé de 25 ans. Bienvenue Bilal. Salut Amélie. Et à nos côtés également, Mélanie Mathieu, psychologue clinicienne. Bienvenue Mélanie. Bonjour Amélie. Donc bonjour à tous les trois. Pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle maladie vous avez eue, à quel âge et quel traitement vous avez suivi? Je me tourne d'abord vers toi, Bilal. Du coup, moi, j'ai eu à 17 ans, on m'a découvert une aplasie médulaire. Du coup, c'était après un épisode d'hépatite. 2-3 mois après, en faisant des tests approfondis, vu que j'étais pas mal fatigué, ils ont remarqué du coup que j'avais l'aplasie médulaire. Donc l'aplasie médulaire, c'est une maladie assez rare qui touche la moelle osseuse. Donc en fait, c'est une maladie qui fait que la moelle produit mal et pas assez les cellules sanguines, donc les plaquettes, les globules blancs et l'hémoglobine aussi. Ok. Et donc là, tu as dû suivre des traitements à ce moment-là? Oui, j'ai commencé avec quelques traitements au début. Mais c'était surtout avoir des culots de sang. En fait, j'étais transfusé de sang parce que du coup, je perdais beaucoup de sang à cause de ça. Donc, c'était surtout recevoir recevoir du sang. C'était très souvent, c'était 1 fois ou 2 fois par semaine en général. Ok. Et cette aplasie médulaire a été réglée suite au traitement ou elle est revenue par la suite? Elle était réglée une première fois avec un premier traitement qui était à base de sérum anti-lymphocytaire. C'était une petite hospitalisation de 2 semaines. Et puis après, c'était des immunosuppresseurs que je devais prendre 2 fois par jour pendant du coup très longtemps. Donc là, ça allait, sauf que sauf que la maladie a évolué en 2021. Et là, ils ont remarqué que la moelle osseuse produisait des cellules anormales qui étaient pas finies. En tout cas, c'était de mauvaises cellules et qui allaient petit à petit proliférer dans mon organisme. Donc, il fallait faire quelque chose. Et à ce moment-là, du coup, ils ont décidé de faire une greffe de moelle osseuse. Donc, ça a dû se faire assez vite. C'était 1 mois après avoir remarqué les problèmes. D'accord. Donc là, j'ai eu une greffe et j'ai été hospitalisé plusieurs mois. Ok, merci pour ce rappel. Et Gina? Alors, j'ai eu un cancer du côlon avec une métastase au foie qui a été diagnostiqué le 23 décembre 2023. Donc, j'ai suivi 13 cycles de chimiothérapie et notamment une opération. Donc, du coup, une partie du côlon, une partie du foie, la vésicule biliaire et un ovaire qui sont partis également au cours de cette opération. D'accord. Et au moment du diagnostic, est-ce que vous avez réussi à parler de cette maladie à vos proches, à parler de vos doutes, de vos angoisses, vos peurs, ou c'était plus compliqué? Comment ça s'est passé pour toi, Bilal? Franchement, non, c'était assez compliqué. Déjà, quand j'avais 17 ans, du coup, au tout début de la maladie, j'ai pas du tout trouvé les mots pour en parler à mes amis de cette époque-là. Donc, j'en ai pas du tout parlé. J'ai disparu du jour au lendemain de mon lycée et puis j'ai pas donné de nouvelles, j'en ai pas reçu non plus. Et même plus tard, du coup, quand j'ai eu la greffe, j'ai quand même fait l'effort, on va dire, d'en parler aux personnes qui comptaient vraiment à ce moment-là. Donc oui, à ce moment-là, j'ai pu prendre le temps de voir un ami, en tout cas un ami qui compte. J'ai pris le temps du coup de lui en parler, de lui expliquer qu'est-ce qui allait se passer et puis voilà. Sinon après à ma famille, non, pas trop.
C'est plutôt ma mère, du coup, qui a un peu parlé de tout ça aux autres membres de la famille. Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi tu n'arrivais pas à mettre les mots dessus? Euh, ouais, c'est un peu compliqué. En fait, du coup, quand j'avais 17 ans, je savais pas trop ce que j'avais. Mais même, j'osais pas vraiment me l'avouer, on va dire. C'était une période assez difficile. Je savais pas trop comment réagir, donc juste je prenais les infos comme elles venaient et puis j'essayais de me soigner avec ce qu'ils me disaient de faire et puis voilà, quoi. Oui. Parce que Mélanie, cette difficulté de mettre des mots sur la maladie, de quoi ça peut venir? Bah, un petit peu comme tu le disais, Bilal, quelque part, mettre des mots sur la maladie, c'est l'inscrire dans une réalité, c'est la faire exister. Et c'est toujours très compliqué. Finalement, tant qu'on n'en parle pas, ça n'existe pas. Donc, c'est difficile. Et c'est parfois, et même souvent d'ailleurs, d'autant plus difficile que quand on est un jeune adulte, on sait très bien que ça va impacter toute la famille. Hein, et donc souvent, les jeunes vont avoir peur de faire de la peine, de faire mal en fait à leurs proches. Donc ne pas en parler, c'est aussi une manière de préserver son entourage. Hein. Et puis, peut-être aussi, le vécu de la maladie est parfois tellement déstabilisant que on peut avoir envie ou besoin de garder une forme de contrôle sur ses émotions, sur son vécu, et peut-être donc garder une apparence de normalité, faire comme si de rien n'était. Hein. Ouais. Oui. Gina, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as aussi rencontré des difficultés à mettre les mots sur la maladie? Alors moi, pas du tout. J'ai pas du tout eu la même expérience, en tout cas le même vécu. En fait, pour moi, donc l'annonce déjà du cancer, quand il y a le diagnostic qui a été posé, ben pour moi, ça a été un soulagement parce qu'en fait, les médecins ne m'ont pas cru et donc du coup, dès que le diagnostic est tombé. Voilà, on a pu me soigner et commencer les traitements en urgence. Donc du coup, ma maman, elle m'a accompagnée pour pour les chimiothérapies. J'apprécie énormément d'avoir toujours quelqu'un qui soit auprès de moi. Et puis lors des rendez-vous médicaux, en fait, j'appréciais qu'il y avait une autre oreille qui était là auprès de moi. Et parfois, c'est vrai que nous, en tant que personnes malades, on a tellement d'informations qui nous viennent et voilà, parfois on retient pas tout, donc c'est vrai que pour moi c'était important d'avoir une deuxième écoute. Et ma maman, au début, elle pensait pas que je pouvais avoir un cancer. Dans ma famille, il y en a pas, donc probablement ce n'est pas un cancer génétique. On en saura peut-être plus tard. Mais au début, elle m'a dit oui, que c'était dans ma tête, que voilà, je pense que voilà, au fond d'elle, elle voulait pas se l'avouer et que du coup, elle pensait pas que quelque chose comme ça pouvait m'arriver. Et voilà, j'ai voulu en parler à mes proches, j'ai voulu en parler à ma famille, j'en ai parlé surtout à mon compagnon et j'en ai parlé à mes amis. Et mon compagnon, enfin, si je suis là encore en vie aujourd'hui, c'est grâce à lui, parce qu'en fait, mon compagnon, il m'a soutenu, il m'a dit vraiment, enfin, d'aller consulter les médecins, de continuer, de persévérer, qu'on m'écoute, qu'on m'entende et qu'il y a vraiment un diagnostic qui soit posé au final, quoi. Et du coup, j'ai créé des petits groupes de parole, en fait. C'était avec mes amis, donc j'avais un groupe de copines filles, un groupe de copains, et j'avais aussi un groupe avec mes collègues de travail et un groupe bien sûr avec ma famille, qui pour moi, ma famille est très importante aussi. On est très soudés, très liés. Et voilà, c'était important pour moi de leur donner de mes nouvelles et de communiquer ça avec eux. Et ça, c'était pour moi un petit peu, comment j'ai vécu et c'était important pour moi. Oui. Tu nous parlais de ta mère. Est-ce que ta relation avec elle a évolué avant et après le diagnostic? Oui, tout à fait. Au début, ma maman, elle s'inquiétait et puis elle pensait pas que j'avais un cancer. Et après, quand le diagnostic est posé, elle s'est rendue compte que qu'il y avait quelque chose. Et après, du coup, au tout début, quand j'étais jeune, j'ai perdu mon papa et du coup, j'avais l'impression d'avoir ce rôle d'aidant toujours dans ma famille. Et quand j'ai donc eu mon cancer, j'ai voulu en fait que
ma maman, donc celle que je soutenais à la base, que ce soit elle qui vienne en mon aide. Et ça a été un petit peu compliqué à lui faire comprendre ça, mais en fait, elle a été là tout le temps. Donc voilà, j'étais là, elle m'a soutenue, et c'est vrai que notre relation à l'heure d'aujourd'hui, elle est encore plus belle, on est encore plus liés. Pareil avec ma petite sœur qui elle habite dans le sud de la France et puis qui est venue pendant ma maladie me voir. Voilà, qui a fait le déplacement, qui est restée auprès de moi, et c'est vrai que je me suis rendu compte à quel point en fait nos liens étaient forts toutes les deux. Mélanie, est-ce que c'est une forme de protection de la part des proches de minimiser ou de minimiser les choses et d'être dans le déni? On le disait, c'est vrai que la confrontation à la maladie, finalement, ça génère de l'angoisse pour les personnes concernées, pour vous, mais aussi pour la famille. Et face à l'angoisse, de manière tout à fait naturelle et inconsciente, on se protège. Et donc on peut penser que ta maman, en fait, a l'idée que tu sois malade, oui, elle a mis une forme de distance, donc on peut minimiser, banaliser, oui, être dans une forme de déni, de dénégation de ce qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, là où ça peut parfois être pris pour une forme de désintérêt ou de manque d'amour, c'est tout autre chose en fait. C'est comment chacun fait pour faire face à l'angoisse. Et en même temps, ce qui est intéressant dans ton témoignage, c'est que finalement, avec le temps, et puis avec le fait que tu lui as demandé, tu lui as dit que tu avais besoin d'elle, elle a pu s'assouplir, elle a pu venir et elle a pu être présente finalement et donc constituer une ressource. Parce que Bilal et Gina, vous avez des expériences différentes. Il n'y a pas une bonne manière de faire, mais en tout cas, vous l'avez fait différemment. Mais toutefois, Bilal, je me tourne vers toi. Est-ce que tu n'as pas l'impression, le fait de garder les choses, qu'un jour, il y a un trop plein d'émotions et que ce sera trop pour toi? Si, clairement. C'est un peu plus le cas maintenant. Je le ressens de plus en plus. Et au fur et à mesure, j'ai juste envie justement de partir et de plus penser à ça et juste de plus avoir affaire à ça en fait. Ouais, parce que donc, tu disais que ta mère était quand même présente, mais est-ce que tu arrivais à tout lui dire ou pas forcément? Ça dépend des choses. C'est vrai qu'elle était très présente et elle est encore toujours et franchement merci à elle parce que ça m'aide vraiment beaucoup. Mais du coup non, il y a quelques trucs que j'évite de lui dire ou que je minimise un peu, histoire qu'elle s'inquiète pas plus que d'habitude parce que elle s'inquiète beaucoup et je sais que c'est un poids aussi pour elle. Donc j'essaye de minimiser certains trucs. Les choses qui peuvent être minimisées. Donc en gros, par exemple, s'il y a une petite opération à faire, je lui fais comprendre que c'est pas grave et que c'est quelque chose que j'ai envie de faire, que ça va me faire du bien et qu'il faut pas stresser pour ça et que ça va aller. Mélanie, le fait de vouloir protéger ses proches, de minimiser les choses ou même d'avoir des non-dits, est-ce que ça peut impacter le lien? En tout cas, ce qu'on voit là à travers vos deux témoignages, c'est que la maladie, elle vient toujours s'inscrire dans une histoire, dans une manière d'être ensemble, dans une dynamique familiale, dans une dynamique de couple. Il y a des familles dans lesquelles on parle, des familles dans lesquelles on parle moins. Et donc, ce qui est sûr, c'est que quand survient la maladie, c'est mieux quand on arrive à parler, disons, parce que ça permet quand même de sortir d'une forme peut-être d'isolement. Quand on parle pas, ça permet d'éviter des malentendus. Donc l'enjeu, c'est de réussir. Après, chacun fait comme il peut, mais l'enjeu, c'est de réussir à essayer de garder du lien. Mais après, on entend que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que cette volonté de préserver les proches, parce que derrière aussi il y a de la culpabilité, peut-être de leur faire vivre ça. Toi, Gina, est-ce que tu arrivais à parler de tout, que ce soit avec ton compagnon ou tes amis? Oui, moi,
voilà, j'avais vraiment envie de leur en parler. J'avais pas envie qu'ils se fassent en fait cette image-là que certaines personnes peuvent avoir de la maladie, du cancer. En fait, je voulais leur montrer qu'est-ce que je traversais, comment moi je le vivais. Et en fait, j'avais l'impression que avant ma maladie, que mes amis, en fait, je les voyais pas assez, qu'on me privait de moments familiaux, et en fait, je me suis dit, peut-être que du jour au lendemain, je serais peut-être plus là. Et en fait, voilà, c'est que j'avais envie de vivre, et je me suis dit, j'ai envie de partager à mes proches ce que je vis en ce moment, et pour passer de bons moments avec eux et le maximum possible, et de les voir le plus possible. Donc ça a été un petit peu pour moi ma thérapie, et moi je sentais que j'en avais besoin. J'avais besoin de leur en parler, j'avais besoin qu'ils soient présents autour de moi. Et j'avais encore envie de me créer des bons souvenirs avec eux, et ou d'aller danser, ou je suis allée à un mariage d'une de mes amies, ou Oui. Mais est-ce que parfois tu sentais quand même un décalage entre eux et toi, que ce soit dans les problèmes ou autre? Alors après, certes, un décalage, pas forcément, mais c'est vrai que quand on se regarde dans le miroir et qu'on a notre biberon ou notre chimiothérapie qui diffuse, et qu'on dit oui, notre corps, en fait, c'est quand même un corps qui est médicalisé. Mais en fait, moi, peu importe, ce que les gens pensaient de moi, de mon apparence, quoi. J'avais les cheveux courts, j'avais de l'acné, j'ai des choses comme ça. C'est des effets secondaires par rapport à la chimiothérapie. Ouais, peu importe ce que les gens pensaient, mais en fait, moi, j'allais les voir, je sortais, du coup, peu importe le regard des autres, c'est vrai que j'avais besoin de ça, en fait. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent se dire qu'elles ont envie de garder de l'énergie. Comment je peux formuler ça pour les personnes qui leur apportent quelque chose de positif? Est-ce que toi, tu l'as ressenti ou pas forcément aussi? Oui, tout à fait. En fait, moi, mon compagnon, c'est un homme qui est vraiment très, très positif. Et ma psychologue, elle me disait toujours, Gina, si tu peux t'entourer de personnes saines autour de toi, en fait, ça va te faire avancer. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et mon compagnon, c'est vrai qu'il était là, et puis il m'aidait beaucoup au quotidien, et puis à me soutenir, à m'aider d'aller voir les médecins. Il est venu à ma dernière chimiothérapie avec moi. À l'hôpital, il venait toujours me voir aussi. C'est vrai que j'ai eu cette chance-là. Et après, il y a des moments heureux aussi qui se passent pendant la maladie. Nous, on sait pas que c'est. Donc voilà, pour moi la vie continue, en fait. La maladie était là, mon corps combattait contre la maladie avec les effets secondaires, mais pour moi la vie elle s'arrêtait pas là, en fait. Et il fallait qu'elle soit vécue. Oui. Mais c'est très beau. Parce que Bilal, j'imagine que toi aussi, par exemple, avant ta greffe, le fait de voir du monde, si tes amis te rendaient visite, ça te permettait peut-être aussi d'oublier la maladie pendant un temps? J'avais mes amis du lycée, et puis on se voyait juste au lycée, donc c'était des amis du lycée, donc au final c'était pas... Oui, où tu disais que tu avais renoué contact avec un ami. Ah oui, si, bien sûr, c'était mon ami de la primaire, du coup, on se parle encore maintenant. Donc c'était après le premier traitement, où quand j'ai recommencé à pouvoir sortir, à plus être à risque de choper des maladies, etc. Donc là, je l'ai recontacté pour du coup renouer des liens, parce que je savais qu'on était assez fusionnels déjà à l'époque, et ça l'était encore quand je l'ai revu, comme si de rien n'était, donc c'était trop bien. Ouais. Parce que souvent, Mélanie, les amis qu'on se fait pendant les traitements, ou les amis qui sont présents pendant les traitements, j'imagine que c'est des amis qui restent un peu pour la vie. En quelque sorte, il y a des liens nouveaux qui peuvent se créer. Oui, je pense que oui, vous êtes bien placé pour le dire, effectivement. Les amis qu'on se crée pendant les traitements, il y a un vécu commun, en fait. Au-delà des mots, on sait ce qu'on vit, en tout cas pour ceux qui traversent le cancer. Donc il y a quelque chose de très fort, et c'est ce que vous dites, les amis, ça peut être une ressource formidable, comme le conjoint d'ailleurs, l'entourage de manière générale, mais les amis, ça peut être une ressource importante.
Après, alors je rebondis sur cette idée de décalage. C'est parfois un petit peu compliqué avec les amis d'avant. Alors j'ai l'impression que tu l'as pas trop vécu, toi Gina. Toi peut-être un petit peu plus Bilal. C'est-à-dire que inévitablement, du fait des traitements, on est parfois amené à suspendre son activité professionnelle ou ses études. Avec les traitements, avec la maladie, on n'a peut-être plus forcément les mêmes préoccupations, les mêmes besoins, les mêmes envies, et ça peut créer effectivement du décalage. Et moi, ce que j'entends souvent quand je reçois des jeunes adultes, c'est cette difficulté à être à la fois dans une envie de faire partie prenante et intégrante du groupe de pairs, et donc d'abolir un petit peu toutes les différences avec eux, y compris les différences induites par la maladie, et en même temps de faire vivre l'expérience de la maladie. Parce que vous êtes passé par la maladie, que ça fait partie de votre histoire et que quelque part, c'est aussi une partie de votre identité. Donc il y a parfois cette oscillation et cette double appartenance qui est parfois pas facile à vivre en termes d'identité presque. Hein. C'est quelque chose que je remarque. Hein. Il y a une recherche identitaire déjà à la base pour les jeunes adultes. Le passage de la vingtaine, de la trentaine, ce sont des moments assez charniers. Et la maladie se rajoute. Et là, il y en a certains qui peuvent se perdre. Oui. Non, mais la maladie, elle survient effectivement à un moment donné où on est en train de se construire. Hein. Alors finalement, on est tout le temps en termes d'identité, on est tout le temps en mouvement. Hein. Mais là, il y a quelque chose qui se fait de manière brutale. Et c'est pas simple. Alors par exemple, moi j'ai jamais voulu aller dans des groupes de parole ou voilà, par exemple, je sais, sûrement qu'il existe en fait des personnes qui ont eu la même chose que moi, qui a des groupes peut-être WhatsApp ou autres, sur des réseaux voilà qui existent, mais par exemple ou même des associations, voilà. Mais en tout cas moi je n'ai jamais voulu en faire partie, en tout cas pour le moment. Peut-être que plus tard ça viendra, mais en tout cas j'ai trouvé que parce que parfois certaines personnes vont s'isoler du coup et vont peut-être trouver refuge dans ce genre de groupe, mais moi c'était plutôt avec mes amis qui m'ont eux soutenu ou eux ils m'ont plutôt dit allez Gina, est-ce que ça te dit est-ce que tu as envie d'aller danser, viens te chercher, on t'amène là, voilà. Mais voilà, c'était une autre dynamique en fait, et c'est vrai que avec un groupe de parole j'aurais peut-être pas eu ça. C'était peut-être pas ce qui me convenait lors de ma maladie. Voilà, peut-être que maintenant, avec un peu plus de recul, j'ai peut-être envie plutôt, mais là, de témoigner, de parler, d'apporter ce que j'ai vécu, de les soutenir, d'apporter des conseils ou voilà, à ma façon bien sûr, mais voilà. Donc, dans ce que tu dis, c'est presque. Ce que j'entends, c'est que à l'époque, intégrer un groupe de parole, par exemple, ça aurait presque été t'enfermer dans cette identité-là. Tout à fait. Là où, comme tu dis, avec le recul, aujourd'hui, c'est possible plus d'en parler. Mais à une époque, c'était presque un danger, en fait. Hein. Ouais, je comprends. Ça dépend des personnes. Tout à fait. Je reviens, on parlait de décalage. Parfois, ces décalages peuvent apporter des maladresses, souvent involontaires tout de même. Bilal, est-ce que tu as déjà reçu des commentaires déplacés, des maladresses de la part de ton entourage ? Oui, ça a pu arriver effectivement. Là, ce qui me vient tout de suite en tête, c'est surtout le fait qu'on me voit comme la personne malade de la famille. Donc, la famille passe d'abord par ma mère pour prendre des nouvelles de moi. Quand je les vois, ils sont pas forcément heureux. Enfin, ça dépend qui. Ils sont pas forcément heureux de me voir, mais ils sont un peu désolés. Et donc ça me gênait. Sinon, après, j'ai eu de la famille qui s'en fichait totalement et qui pensait que juste chacun avait ses problèmes et puis tant pis, elle va te soigner là-bas et puis voilà quoi. Donc, des fois il y a ce genre de comportement, mais voilà, j'essaie de passer outre et puis je reste avec la famille proche et puis en vrai, c'est eux qui sont là tout le temps pour moi, donc en vrai, ça me suffit. Il y avait une certaine infantilisation ? Oui, clairement, vu que ça m'envoyait jamais de message à moi, ça parlait juste à ma mère, donc oui, j'étais infantilisé tout le temps. Je pense que c'est encore le cas, vu que j'ai absolument aucune nouvelle des autres personnes de ma famille. Donc, ouais, clairement. Oui.
Et Gina, de ton côté, est-ce qu'il y a eu des maladresses, peut-être après les traitements? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Pas- Que ce soit peut-être par rapport Non, au après, travail ou autre. après, c'est vrai que ma famille s'inquiète, mais sinon, c'est vrai que voilà, enfin, tout au long de mon parcours, voilà, je leur ai dit quel traitement j'avais en chimiothérapie, enfin l'opération, tout le déroulement, donc tout le monde était au courant. Et c'est vrai que maintenant, là actuellement, je suis toujours en arrêt maladie, mais c'est vrai que pour une reprise, pour moi, c'est pas toujours évident. Voilà, je remarque qu'il y a certains effets secondaires qui persistent toujours. Et mon entourage, voilà, ils ont en fait, voilà, les traitements sont terminés, donc pour eux, tout est fini. Mais voilà, c'est pas le cas. J'essaie de leur faire comprendre et c'est difficile. Voilà, c'est vrai que je suis une personne qui, voilà, joyeuse, positive, voilà, qui aime la vie. Mais c'est vrai que, voilà, c'est comme ça qu'on me le voit. Mais au fond de moi, c'est vrai que la reprise du travail, voilà, pour moi, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. J'y pense. Voilà, ça mûrit petit à petit. Mais voilà, le faire comprendre à mon entourage, c'est autre chose. Oui, Mélanie, ces maladresses, est-ce qu'elles viennent d'un, comment dire, un manque de connaissances? Oui. Enfin, c'est intéressant. Dans vos deux témoignages, je trouve qu'on voit deux aspects assez qu'on rencontre fréquemment, en fait, quand on voit des jeunes. C'est-à-dire, à la fois, toi, Bilal, tu parles du phénomène, effectivement, un peu d'infantilisation. C'est vrai que quand on est un jeune adulte, c'est une période quand même où en général, on prend son envol, on devient indépendant. Et avec la maladie, forcément, on peut avoir besoin d'un soutien affectif, matériel, de la part de ses parents. Donc ça vient un peu entraver le processus d'autonomisation et c'est jamais facile à vivre. Et puis en même temps, quand les traitements sont terminés, on peut avoir le genre effectivement de remarques. Maintenant il faut y aller, il est temps de reprendre le travail, c'est du passé. Et comme tu dis, c'est méconnaître le cancer et le fait que quand on a traversé un cancer, il y a forcément des séquelles. Pendant un temps au moins, que ce soit sur le plan physique, la fatigue, les troubles cognitifs, sur le plan psychologique, avec on peut avoir des éléments un peu dépressifs ou anxieux réactionnels. Hein. Donc effectivement, ça traduit une méconnaissance souvent de la maladie et surtout, de la maladie et aussi de l'après-cancer. Hein. Mais ça traduit aussi, ça dit quelque chose de l'angoisse encore des proches et comment dire, du fait qu'ils se sentent souvent un peu démunis par rapport à cette impuissance. Ils vont essayer parfois de se défendre en se donnant l'illusion qu'ils savent mieux que vous ce dont vous avez besoin. En l'occurrence, reprendre le travail. Mais on peut aussi l'entendre dans des injonctions du type il faut garder le moral, il faut se battre. Toutes ces injonctions en fait qui en plus sont très culpabilisantes. Parce que ce qui est sous-entendu, c'est si tu te bats pas, si tu gardes pas le moral, tu vas pas guérir. Et puis le jeune adulte, il peut avoir le sentiment qu'il fait pas ce qu'il faut. Hein, là où finalement, en général, on est le mieux à même, de savoir ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Oui, tout à fait. Depuis le début, on parle surtout de la famille, des amis, un peu des collègues, du compagnon également. Mais il y a aussi d'autres personnes qui s'insèrent dans l'entourage, c'est le personnel soignant, puisque à cause des traitements, vous les voyez assez régulièrement, chaque jour, chaque semaine. Et Bilal, toi, comment se passait ce rapport avec les soignants ? Au début, ça allait parce que du coup, j'étais assez jeune, j'avais 17 ans. Sauf que moi, ce qui m'avait un peu embêté, à l'époque, je m'en étais pas rendu compte, mais c'était que quand j'ai commencé à être suivi, j'aurais dû être en pédiatrie. Sauf qu'ils m'ont pas du tout mis là-bas, j'étais directement avec le reste du coup des personnes. Du coup, je voyais souvent des personnes plus âgées que moi. Et même les médecins, c'est pas les mêmes qu'en pédiatrie, je crois. Donc en tout cas, voilà, j'étais pas entouré de personnes qui auraient pu potentiellement être de mon âge.
Donc déjà à partir de là, j'étais un peu déstabilisé, on va dire. Mais du coup, à ce moment-là, les infirmières que j'ai vues, les médecins que j'ai vus étaient très compréhensifs. Et c'était assez facile, on va dire, à vivre parce que juste ils étaient souriants et puis ça apportait un truc en plus de un peu de bonheur quoi dans toute cette maladie, enfin en tout cas pour les débuts. Il y avait un réel accompagnement à ce moment-là. Ouais, je trouve qu'il y avait un meilleur accompagnement au début que par exemple maintenant. Là, là, tu fais face à des mauvaises expériences, peut-être encore de l'infantilisation, toujours. Oui, clairement, j'en ai encore même actuellement. En fait, il y a certaines personnes à l'hôpital qui ont un peu du mal avec les personnes en général de mon âge ou juste avec ma personne, j'en sais rien, et qui ont tendance à avoir des propos déplacés ou juste à un peu être violents envers moi pour aucune raison. Ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, donc j'ai quelques expériences comme ça à l'hôpital après la greffe. Et sinon, au niveau des infirmières que je peux croiser régulièrement, en général, ça se passe très bien. Elles sont gentilles avec moi. Enfin, Ça voilà. dépend sur qui tu es tombé. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Là aussi, Mélanie, ça peut venir comment dire, certains soignants ne sont pas forcément formés à accompagner les personnes dans le cancer. Oui, dans le cancer, mais surtout dans le cancer du jeune adulte. Puisque ce que ça dit, tu le dis bien, Bilal, c'est que finalement, il y a des spécificités à la prise en charge du jeune adulte. Quand on est un jeune adulte, on n'est plus un enfant, on n'est pas encore un adulte. Et, on a une place particulière, on a des besoins spécifiques, et c'est vrai que l'idéal, ça serait qu'il y ait une formation certainement à part entière, que les professionnels qui travaillent à leur contact aient vraiment les outils pour accompagner au mieux, de manière la plus ajustée. Et ça me permet de rebondir sur un dispositif qui existe à la Ligue, qui s'appelle le dispositif Patient Ressources, qui consiste à faire témoigner d'anciens patients auprès des futurs professionnels de la santé, médecins, pharmaciens, infirmiers, aides-soignants, voilà. Ils témoignent afin de les sensibiliser aux besoins et aux difficultés qu'ils rencontrent pendant et après les traitements. Donc, il les sensibilise et après, ça permet finalement aux soignants, une fois qu'ils sont dans le monde professionnel, d'avoir des outils pour accompagner au mieux les jeunes pendant les traitements. Oui. Oui, comme je le disais, ça dépend sur qui on tombe. Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Je sais, par exemple, je connais une jeune avec qui a eu une bonne expérience avec le personnel soignant, qui est toujours en contact avec certains, avec sa radiothérapeute, par exemple, son infirmière. Donc, ça dépend vraiment des personnes, mais en tout cas, il y a des dispositifs, comme je disais, qui sont mis en place pour améliorer la prise en charge et pour que tout s'améliore globalement. Parce que Gina, toi, comment s'est passée ton expérience ? Alors moi, j'ai trouvé qu'au tout début de ma maladie, en étant jeune, ce que j'avais dit au début du podcast, c'est que en fait, on nous met dans une case. Personnellement, moi, les médecins ne sont pas allés assez loin dans les examens. En fait, ils ont fait des premiers examens, ils m'ont dit que qu'il n'y avait rien, mais bon. Voilà. Du coup, moi, je sentais ma boule grossir. Donc, mon copain me disait, il faut continuer, il faut persévérer. Enfin, voilà, faut aller voir un autre médecin. Donc, c'est vrai que, c'est ce que je conseille, d'aller avoir un deuxième avis. Mais voilà, donc, je ne dis pas, les médecins sont très gentils. Enfin, mais pour moi, une échographie, une prise de sang, c'est à la portée de tous. Et voilà. Et c'est vrai que, en tant que jeune patiente, je n'accepte plus qu'on nous mette dans une case et qu'on a le droit de s'exprimer, on a le droit d'être écouté, entendu, cru. Voilà, moi, c'est ce que je demande à l'heure d'aujourd'hui, ce que ce soit fait. Et après, à l'hôpital, ici à Strasbourg, comme à Likens, j'ai toujours eu un personnel qui était adorable, à l'écoute, vraiment là-dessus, j'ai absolument rien à dire, même à la maison,
voilà, j'ai toujours des personnes encore que je croise de temps en temps. Voilà, mon infirmier qui venait à mon domicile me voir, je le croise des fois, il me demande alors comment allez-vous? Donc je lui donne de mes nouvelles, mais et puis mon oncologue vraiment pareil et mon gastro-entérologue sont deux personnes voilà que j'apprécie, mais enfin voilà, je le dis vraiment, enfin qui sont là et que en fait. Certes, pour moi, les traitements sont terminés, mais je dis toujours, et je le dis aussi à mes proches, que en fait, on vit avec le cancer. Certes, les traitements sont terminés, mais par contre, voilà, on a encore des examens réguliers, des contrôles réguliers. Bientôt, peut-être pour moi, ça va s'espacer un peu plus. Voilà, on fait des contrôles tous les 3 mois. Maintenant, on va faire peut-être des contrôles tous les 6 mois. Mais voilà, le chemin suit son cours, la vie suit son cours, mais pour moi, voilà, on apprend à vivre avec tout ça, et ça, pour nos proches, c'est ce que je rebondis un petit peu à ce que vous avez dit, mais c'est quelque chose que j'aimerais, que j'essaye de faire comprendre que, voilà, c'est pas parce que les traitements sont terminés que tout est terminé, en fait, non, c'est, voilà. Et, voilà. Ouais. Et par contre, quand on voit et quand on rencontre les personnels soignants donc qui nous entourent, que ce soit oncologue, chirurgien, pour moi gastro-entérologue, médecin traitant, voilà, ils sont là et eux en fait ils répondent à nos questions, à nos angoisses, nos questionnements. Parfois pas, parce que parfois on n'a pas encore assez de recul par rapport au cancer, voilà. Mais petit à petit, on trouve certaines réponses et c'est comme ça aussi qu'on peut rassurer nos proches parfois. Oui, quelque part, le personnel soignant s'intègre dans l'entourage et devient aussi un réel support. Tout à fait. Oui. J'ai envie de rebondir là-dessus par rapport tu dis le personnel soignant qui s'intègre dans l'entourage et finalement par rapport à ce que tu disais de ce retard au diagnostic, on voit aussi comment pour le personnel soignant, il y a quelque chose de très défensif. On peut pas envisager, ou en tout cas il est difficilement concevable, qu'un jeune de 20 ans, 25 ans, soit touché par la maladie. Donc, on met à distance. C'est pas possible. Et ça montre l'aspect vraiment défensif en fait, parce qu'il y a un côté miroir. Finalement, ce qui vous arrive à vous, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, on met à distance l'angoisse. Heureusement, une fois que le diagnostic est tombé, tu as été prise en charge comme il fallait. Et maintenant, tu es ici pour nous raconter ton expérience, c'est ça, c'est super. Et je pense que c'est pour ça qu'on est tous là en tant que jeunes patients, de pouvoir être ici, témoigner et de raconter notre vécu. Et faire entendre sa voix. Tout à fait. Oui. Pour conclure cet épisode, est-ce que vous avez un message à faire passer aux personnes qui nous regardent, qui sont des jeunes adultes qui traversent le cancer, qui font face peut-être à des maladresses de la part de leurs proches? Bilal, je me tourne vers toi en premier. Oui, un message à faire passer, je dirais déjà que vous n'êtes pas seul, qu'il y a forcément des personnes qui peuvent être là pour vous conseiller en tant que patient ou en tant que parent de patient. Par rapport aux maladresses, franchement, on peut en discuter et puis essayer d'expliquer tout simplement et d'avancer avec les personnes qu'on aime et puis d'être juste entouré avec des personnes qu'on aime et puis voilà quoi. Ouais, tout à fait. Merci pour ce message. Gina? Alors, moi, je voulais juste dire que voilà, on est tous dans le même bateau, on se bat tous pour la même chose. Pour moi, voilà, la vie ne s'arrête pas lorsque le diagnostic est posé, la vie continue. Et je pense qu'en fait, il faut profiter de beaux moments, de se créer de beaux souvenirs avec nos proches, nos amis, les personnes qui nous sont chères à nos cœurs, nos compagnons, compagnes. Donc, la vie ne s'arrête pas là, en fait, et il faut la vivre à 200%. Merci, Gina. Mélanie? Qu'est-ce que je pourrais dire? Que finalement, face au tsunami, je pense que représente la survenue du cancer dans sa vie, chacun fait comme il peut. Que ce soit les patients, les proches, chacun fait comme il peut, va trouver la ressource là où il peut, en lui, autour de lui. Et c'est vrai, mais là je parle en tant que psychologue, que le fait de pouvoir garder le lien
communiquer, dire à l'autre ce dont on a besoin, ce dont on a peur, c'est très aidant parce que ça permet encore une fois de sortir d'une forme de solitude et puis d'essayer de comprendre aussi le point de vue de l'autre et donc d'avancer ensemble. Et puis quand on est en difficulté, comme tu le disais Bilal, c'est vrai qu'il y a des professionnels, que ce soit dans le milieu hospitalier, dans le milieu associatif, il y a des professionnels qui sont là et vous n'êtes pas seul. Oui. Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on peut retenir de cet épisode, c'est que l'entourage peut être d'une grande aide. Il vous sort de l'isolement et quelque part, il vous permet d'oublier la maladie pendant un temps. Mais il arrive aussi qu'il fasse des maladresses généralement involontaires, mais qui peuvent blesser. Et c'est là qu'on voit qu'il y a encore du travail à faire. C'est pour ça qu'au comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer, nous proposons des groupes de parole pour les malades, des groupes de parole pour les proches, qui eux aussi traversent des bouleversements. Et nous proposons également des entretiens individuels. Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à communiquer vos besoins autour de vous, à vous faire accompagner car vous n'êtes jamais seul. Merci à tous les trois pour cet épisode. Merci à vous pour votre écoute et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, aidez-nous à le faire connaître en parlant et en le partageant autour de vous. Retrouvez toutes les actions menées par le comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer sur nos réseaux sociaux et sur notre site ligue-cancer.net. Toutes nos activités et services sont gratuits. Alors n'hésitez pas à nous contacter. Créée en 1918, la Ligue contre le cancer est la seule association qui se bat sur tous les fronts de la maladie. À bientôt pour un prochain épisode.